sur le thème de l'éducation à l'environnement. Voilà, la semaine dernière, c'était la fête de la nature. Certains d'entre vous ont dû y participer. Et donc aujourd'hui, on va faire un zoom sur les aires éducatives avec Stéphane Lefebvre de l'OFB qui nous présentera le dispositif. Et ensuite, François Dolaison, donc Karine Chesselot voilà, est sur une autre organisation ce matin, puisqu'ils accueillent justement plein d'élèves de primaire dans le cadre de leurs animations. Donc François de la Fédération des réserves naturelles catalanes qui nous présentera un petit peu les modalités de mise en œuvre sur le terrain, donc les mises en œuvre opérationnelles de ce dispositif. Comme d'habitude, vous pouvez interagir dans le chat, mais il est toujours plus sympa de le faire à l'oral. On fait une présentation et ensuite il y a toujours une quinzaine, vingtaine de minutes pour échanger derrière. Voilà, n'hésitez pas à garder vos caméras allumées, c'est toujours plus sympa. Et comme vous le savez, le webinaire est enregistré, sera mis en ligne un peu plus tard sur notre site internet de l'ARB et sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse en quoi ces dispositifs voilà, vous intéressent. Et ensuite, on passera la parole à Stéphane pour sa présentation. Et comme vous l'avez peut-être vu, j'ai une connexion très instable, donc à tout moment, je disparais, mais j'essaierai de revenir. Voilà, Sophie prendra le relais. Eh bien, je passe la parole donc à Jean-François. Donc bonjour à toutes et tous. Donc en fait, c'est pas Ronan Rivoal, c'est Jean-François Planck. Et donc moi, je suis le responsable d'éducation à l'environnement à la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. Donc à ce titre, j'accueille des classes pendant le temps scolaire pour leur faire découvrir la réserve, les sensibiliser bien sûr à l'environnement. Et nous faisons aussi d'autres. Donc ça, c'est une première partie donc qu'on fait le matin. Et ensuite, l'après-midi, il y a d'autres ateliers qui sont proposés, dont la découverte de l'aquarium, l'homme et la mer, avec des interventions de pêcheurs petits métiers, ou alors un jeu de piste sur le site de Polille, donc un partenaire qui est géré par le département des Pyrénées-Orientales également, même si le site appartient au Conservatoire du Littoral. Et voilà, donc principalement mon activité, et ensuite voilà les autres activités comme le reste de la réserve, surveillance, plongée, bateau. Est-ce que vous voulez d'autres renseignements? Bon, je crois que c'est très bien comme ça. Merci. Peut-être Christelle? Oui, bonjour. Donc moi, je suis responsable du pôle ethnologie au Conservatoire botanique des Pyrénées et Midi-Pyrénées. Alors techniquement, en fait, c'est de façon indirecte directe et indirecte que je m'intéresse aux questions de sensibilisation et de façon de capter l'attention par rapport aux usages, aux façons d'être et d'habiter les milieux, la nature. Donc à ce titre-là, je suis intéressée pour écouter cette intervention, vos interventions. Merci. Sonia est ta voisine, du coup. Ensuite. Alors, donc du coup, Sonia Récope. Alors, je suis conservatrice sur la réserve naturelle du Marais de Bonnefond, donc dans le nord du Lot. Et donc, à côté de moi, c'est Florine qui est en stage en BTS GPN. Alors, nous, j'ai une animatrice en fait qui est sur la réserve naturelle qui ne pouvait pas être dispo ce matin pour suivre enfin, voilà, ce café génial. On a déposé un dossier l'année dernière d'air terrestre qui n'a pas donné suite. Et c'est pour lequel, en fait, on veut avoir un peu plus d'informations et notamment sur l'organisation et le contenu de ces aires terrestres parce qu'on avait été assez étonnés que le dossier ne soit pas passé. Ok, merci. J'espère que tu auras des infos. Mathilde Pinard. Oui, bonjour à tous. Donc, Mathilde Pinard du site du Pont du Gard. Donc, en fait, le site, on est à la fois un site patrimonial, bien sûr, avec le Pont du Gard, mais aussi dans un site classé. Donc, en fait, on s'intéresse évidemment à l'environnement et sensibiliser nos visiteurs aussi en proposant peut-être d'autres styles de visites que celles qui sont liées à l'histoire. Donc, voilà, c'est pour ça que le webinaire nous intéressait. Merci.
Peggy? Oui, donc bonjour à tous. Donc je travaille au syndicat Rivière Salade Vol. Je m'occupe plus particulièrement de la biodiversité, enfin de tout ce qui a trait à notre gestion des cours d'eau, mais aussi des zones humides. Donc j'ai commencé à faire quelques animations depuis 2-3 ans sur une zone qui est en cours de restauration, avec des petites mares au bord d'un lac. Et donc j'ai participé en accord avec quelques collectivités là, sur notamment la fête de la nature. Et donc c'est vrai que je suis à la recherche d'outils. Je me suis formée, du coup, la semaine dernière, j'étais à Montpellier dans le cadre d'une formation CNFPT sur l'éducation à l'environnement et le développement durable. Donc, c'est vrai que j'ai pu, du coup, récupérer pas mal d'outils. Et donc, du coup, maintenant, je saurais peut-être mieux conduire, créer des fiches d'animation, etc., sur quelque chose qui ne soit pas, du coup, sur une seule animation, mais peut-être sur ce qu'on nous a expliqué, c'est ça, c'est de le faire en plusieurs temps, notamment avec les scolaires. Et je suis aussi intéressée par exemple, là, les aires terrestres éducatives, ça peut être intéressant. J'ai une collègue qui s'occupe plus particulièrement du plan d'action et de prévention des inondations. Donc, elle aussi, elle commence à faire pas mal d'animations sur le temps scolaire. Et au début, c'était sur seulement un seul temps. Et là, plus ça va, plus pareil, elle se dit que ce serait bien de faire en plusieurs temps pour laisser vraiment aux enfants le temps en respectant toujours ces phases un petit peu que j'ai pu apprendre du coup la semaine dernière sur les différentes approches, essayer de varier un petit peu qu'ils aient le temps un peu de réagir par rapport au sujet. Voilà. Merci, Peggy. Alix, ensuite. Bonjour à tous, Alix Haddad, je suis responsable technique à l'association régionale Pêche Occitanie. Dans notre réseau associatif, l'éducation à la nature, c'est vraiment une thématique qui est centrale. Et jusqu'ici, en Occitanie, les fédérations de pêche travaillaient un peu voilà, dans leur coin, un peu seules. Et là, on essaye depuis quelques mois de développer ça au niveau régional. Voilà, c'est pour ça que ce webinaire m'intéresse. Ça fait partie des pistes qu'on explore pour valoriser notre travail au niveau régional. Ok, merci. Flora, pardon. Bonjour, je suis Alexis, je suis stagiaire de Flora. Du coup, je suis au Fanelou Grand Site et une de mes missions, c'est le maraudage et l'animation. Donc, ce qu'on fait génial sera là pour me donner des outils et permettre de m'améliorer pour la suite de mon stage. Merci, Alexis. Nadine. Oui, bonjour, Nadine Sauter du Conservatoire botanique. Voilà, je suis chargée de conservation au conservatoire et je travaille sur un programme qui s'appelle Roca Nature, qui vise à concilier les enjeux de biodiversité et les sports de nature. Et en fait, la dimension sensibilisation, éducation, en fait, m'intéresse effectivement dans le cadre de ce programme et et plus globalement dans les actions d'un conservatoire botanique, puisqu'on a une de nos missions eh bien d'informer, sensibiliser et éduquer en fait à la biodiversité floristique. Très bien. Merci, Nadine. Je pense que j'ai oublié personne. Après, je laisse les intervenants se présenter eux-mêmes au moment de leur présentation. Ce serait peut-être plus simple. Stéphane, si tu veux prendre la main. Bonjour à toutes et tous. Merci de l'organisation de ce café génial dédié à l'éducation à l'environnement et du focus sur les aires éducatives. Rien que le tour de table, ça donne déjà une belle illustration du champ des possibles, notamment tout ce qui est le côté immersif des élèves et de leur implication au cœur des projets. Et puis les différents sujets à côté de vous sur les acteurs des territoires, que ce soit sur les sports de nature, la découverte de la flore, etc.
Et donc, ça donne déjà pas mal de matière. Donc, j'espère que ce sera riche d'échanges par la suite. Ça va être un peu théorique pour l'instant, moi, cette présentation. Et puis, ce que François Dauvaison vous présentera par la suite, ce sera très concret sur comment on déroule ce dispositif. J'enchaîne directement, Sophie, on finit le tour de Est-ce que tu table. partages ton écran ou tu veux que je fasse le partage d'écran? Ah bah, si tu as le support, je veux bien que tu partages, parce que moi, il fait un affichage avec en haut à gauche. Bon, si tu peux Ça le faire marche. en plein écran, ce sera mieux. Je fais ça. Bon, moi, juste pour info, je suis revenue, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Donc voilà, j'ai coupé la caméra pour avoir une connexion un peu plus fiable. Bienvenue, Julie. Merci Sophie d'avoir pris le relais. Alors, je vais faire en 3 temps sur un peu le concept, les méthodes, les enjeux des aires éducatives. Ensuite, on regardera les aspects plutôt labellisation, financement, gouvernance. Et je finirai par quelques éléments sur les ressources. Donc, les aires éducatives, en quelques mots, l'origine, les enjeux, les concepts, les méthodes et le retour de terrain. La pause suivante, s'il te plaît, Sophie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et pour ceux qui connaissent déjà un peu, je rappelle que c'est issu 2012 de réflexion d'élèves en Polynésie française, où un certain nombre d'élèves ont interrogé leurs enseignants en se disant, mais par rapport à des problématiques qu'on commence à constater sur nos plages, dans nos milieux marins, est-ce qu'on pourrait agir, nous, concrètement, les élèves, faire quelque chose, s'impliquer pour commencer à travailler sur ces problématiques? Je vous fais très court et en résumé. De là, l'enseignant s'est pris au jeu, s'est mis en lien avec le tissu associatif, développement, tout ce qui est éducation, développement durable, et ça a donné lieu à cette première réflexion autour de la création d'aires marines, d'aires éducatives marines. Ensuite, ça a été transposé au niveau de la métropole, donc plutôt sur le milieu marin, les aires marines éducatives. Premier test en 2016-17. On a commencé à élargir ensuite en 2018-19 sur le milieu terrestre. Donc, on avait déjà à l'époque une centaine d'aires marines éducatives et une vingtaine au démarrage d'aires terrestres éducatives. Et puis en 2019-2020, très vite, on a commencé à augmenter la volumétrie. Et en 2021-2022, on était rendu à un peu plus de 500 aires éducatives. Et donc maintenant, on est passé à peu près à 1300 à l'échelle nationale. Et juste, on a un objectif, important de le signaler, de 18 000 aires éducatives à l'horizon 2030, sachant qu'on en a 150 en Occitanie. Sur les 18 000, il y en a à peu près 1800 qui devraient émerger en Occitanie. Et je vous laisse faire le calcul, ça veut dire faire x10 d'ici un peu moins de 10 ans. Mais ce qui importe surtout, ce n'est pas l'objectif quantitatif, c'est l'objectif qualitatif. J'y reviendrai par la suite sur ce que ça implique en termes de coopération entre le ministère de l'Écologie, le ministère de l'Éducation nationale, et donc entre l'OFB et l'Éducation nationale. Diapo suivante, s'il te plaît, Sophie. Les enjeux des aires éducatives, c'est avant tout de reconnecter les élèves à la nature, autrement dit de les déconnecter de leurs outils smartphones préférés, comme un peu nous tous actuellement. C'est plutôt de se reconnecter à la réalité plutôt qu'au métavers. C'est de faire l'école hors les murs. Et on va voir, au-delà de dire hors les murs, c'est concrètement donner du sens à comment on fait l'école dehors. Il ne s'agit pas de sortir et faire une séance de mathématiques, par exemple, sous les arbres. Il s'agit plutôt de dénombrer les arbres et de rendre ludiques les leçons de mathématiques. C'est de créer aussi un projet pédagogique collectif. Donc, on va voir que ça implique à la fois un enseignant, une structure accompagnatrice de l'enseignant dont vous pouvez faire partie, et puis les collectivités territoriales. Et enfin, ça permet aussi de former à tout ce qui est l'éco-citoyenneté, et en particulier, on verra par la suite, le conseil des élèves et les débats de démocratie participative pour pouvoir choisir ce qu'ils souhaitent faire, les élèves, sur leurs aires éducatives. On m'a dit merci. Si vous pouvez couper les micros, ça permet d'expérimenter l'implication dans la vie publique et donc de créer l'envie de continuer par la suite et donc d'en faire des éco-citoyens. Diapo suivante, s'il te plaît, Sophie. Oui, ça y est, je suis là, pardon. Il y a Julien qui va venir, oui. Tu peux couper ton micro, s'il te plaît, Ça, non pas Ronan, mais Jean-François. voilà. D'accord. Je peux te laisser, s'il te plaît?
parce que là, je suis en train de me poser des questions. Merci. Voilà. Bonjour, excusez-moi, j'avais dû m'absenter pendant 5 minutes là, donc j'ai pas pu suivre exactement le débat. Moi, je connais le principe de la zone marine éducative parce qu'on en dirige une via une association en fait. C'est pas nous qui sommes directement les intervenants, mais on est les financeurs, on va dire, au niveau de l'école de Cerbère. Et il y a l'école de Banyuls également, donc il y a une aire marine éducative. Donc, Je suis juste en train de dérouler le concept, les méthodes, les origines, et oui. après on prend un temps d'échange et de questions-réponses. Et du coup, si tu peux couper ton micro, parce que si jamais on te rappelle, s'il te plaît. Alors, Oui, Jean-François, on fait les temps de présentation, en fait, à peu oui, près un oui. quart d'heure, 20 minutes, et les questions viennent en suivant. D'accord, d'accord. Ok, Pardon. bon, je coupe le micro du téléphone. Voilà. Et donc, le concept des aires éducatives, c'est de travailler sur une zone délimitée, définie. Pour vous donner un ordre d'idée, on est plutôt dans les préconisations, que ce soit pas au-delà de la taille d'un terrain de foot. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste quand même perceptible dans le champ visuel. Bon, ça peut être plus, ça peut être moins, mais il faut quand même essayer de se caler sur quelque chose qui soit perceptible dans le champ visuel. Les élèves, ils sont placés au cœur du dispositif dès le départ, c'est-à-dire qu'il faut leur proposer au moins 2 ou 3 sites d'aires éducatives potentiellement à mettre en place, et c'est les amener à réfléchir sur ce qu'ils en perçoivent pour décider laquelle ils choisissent. Donc, l'idée après, c'est que les élèves ils puissent découvrir le territoire, découvrir les acteurs du territoire, qu'il y ait aussi de l'acquisition. Tout à l'heure, quelqu'un citait le patrimoine culturel, ça peut être aussi l'objet des aires éducatives, et donc aussi tout ce qui est autour de la transmission des savoirs. Diapo suivante, s'il te plaît, Sophie. Donc, les élèves sont au cœur de la démarche, sont encadrés et surtout accompagnés par les enseignants et une structure accompagnatrice issue du monde de l'EDD, majoritairement. Et derrière, il peut y avoir tous les acteurs, depuis à l'échelle de l'école, les autres enseignants. On essaye que ça ne soit pas des projets de classe, mais bien des projets d'établissement. Et puis derrière aussi les acteurs du territoire, donc la collectivité territoriale, tous les acteurs liés à des usages de la nature, et puis tous les acteurs liés à tout ce qui est gestion de conservation de la nature, mais aussi exploitation des ressources naturelles qui nous permettent de vivre. La pause suivante, s'il te plaît. Les grandes étapes du dispositif, alors c'est une inscription sur une plateforme qui s'appelle Sagaem, et vous aurez tous les liens en fin de diaporama. Au départ, c'est donc le choix de la zone, la mise en place du binôme. Et ensuite, il y a tout le déroulé pendant l'année avec les programmes scolaires, avec la découverte des milieux, des habitats, des espèces. Et en fin d'année scolaire, il est possible de demander une labellisation. J'y reviendrai un peu plus tard, elle n'est pas obligatoire. Je vous la détaillerai par la suite. Signaler ici déjà qu'il y a des fenêtres spécifiques pour faire des demandes de financement auprès de l'OFB. Donc, c'est entre mars et juin pour les projets dits anciens, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en cours. Et l'autre fenêtre, c'est de juin à septembre pour ceux qui veulent rentrer dans le dispositif, s'y inscrire et aussi potentiellement bénéficier de financement auprès de l'OFB, sachant que l'OFB n'est pas le seul financeur possible. Diapo suivante, s'il te plaît. Suivante. Donc, c'est bien d'identifier au démarrage le binôme entre l'enseignant et le référent. S'il n'y en a qu'un des deux qui est porteur, ça conduit généralement à ce que les projets soient soit trop empreints de programmes scolaires, soit trop empreints de découverte de la biodiversité. Alors que l'idée du dispositif, c'est bien d'allier les deux. Ensuite, il faut tisser des partenariats, notamment avec la collectivité territoriale, mais ça peut être aussi des propriétaires privés pour que les terrains proposés ou implantés l'aire éducative soient à proximité de l'école, et donc qu'il y ait plutôt des déplacements, des cheminements à pied des élèves vers leur aire éducative. Ça permet aussi de limiter les coûts de transport et toutes les problématiques liées au transport des élèves. Ensuite, une fois qu'on a identifié le site, on passe à tout ce qui est déroulement du projet. Donc, depuis élaborer un état des lieux, choisir sur quel taxon, par exemple, ils veulent travailler ou sur quel habitat en particulier. Donc, c'est tout le déroulé du dispositif au cours de l'année. Je ne fais pas plus long, parce que tout ça, vous le retrouverez dans un guide pas à pas qui est très bien fait. Donc, c'est un des premiers éléments à consulter et à prendre connaissance sur le dispositif pour pouvoir le mener à bien. Et c'est hyper important,
parce que c'est des choses auxquelles on est attentif par la suite, aussi bien dans les demandes d'inscription que de financement en première année, que dans les demandes de labellisation et de financement pour poursuivre les projets. J'y reviendrai aussi par la suite. Diapo suivante, s'il te plaît, Sophie. Les retours de terrain, ils sont quand même plus que très satisfaisants. Parce que tout ce qui ressort de la part à la fois des élèves, des enseignants, des référents, c'est que c'est des dynamiques territoriales qui sont très fortes sur le territoire. Ça permet des changements de perception des élèves sur leur environnement. Enfin, beaucoup de retours pour nous dire qu'au départ, ils ont majoritairement beaucoup d'appréhension à sortir, à mettre le pied dans la terre, à voir passer une araignée ou entendre bourdonner une abeille. Quand même, en fin de sortie, de déroulé du programme, du dispositif, il y a beaucoup moins d'appréhension et donc on commence à voir qu'on opère une petite bascule pour se reconnecter à la nature. Il y a aussi beaucoup de fierté collective parce que tout ça, on voit bien dans l'expression des élèves leur enthousiasme et puis c'est leur projet, donc ils sont fiers de pouvoir le porter. Ça permet aussi, ça c'est plutôt le retour des enseignants, de faciliter l'acquisition des apprentissages parce qu'on rend tout ça un peu plus ludique. Savoir calculer un périmètre dans la théorie, c'est bien. Dans la pratique, savoir calculer un périmètre pour délimiter son aire éducative, ça donne tout de suite du sens et du coup, ça facilite cette acquisition. Ça permet aussi quelques influences des politiques locales, puisque comme on entraîne les collectivités territoriales, ça conduit les projets à formuler des propositions de gestion. Ça peut conduire, par exemple, à de la gestion différenciée, plutôt que de toujours tondre à ras. Ça permet de faire des fauches tardives, de laisser les pollinisateurs avoir le temps de polliniser et les banques de graines par la suite de se disperser. Ça permet aussi du lien intergénérationnel, puisque les enfants échangent beaucoup avec leurs parents sur le sujet, mais ça peut être au-delà aussi de ces échanges-là avec les parents, ça peut être avec les grands-parents, à l'occasion d'eux, puisqu'il y a aussi dans l'esprit du dispositif de faire connaître dans le territoire de la commune l'emplacement de l'aire éducative, donc ça peut être des lieux de promenade en dehors des heures de scolarité. Et puis, on cherche aussi à développer des complémentarités entre ce dispositif aire éducative et puis les autres que vous connaissez peut-être, les atlas de biodiversité communale ou les territoires engagés pour la nature, qui est déployé, Atlas Biodiversité communale, son déploiement en Occitanie, c'est porté par la direction régionale de l'OFB et le dispositif territoire engagé pour la nature, son déploiement en Occitanie est porté par l'ARB, l'Agence régionale biodiversité, avec Cécile Bedel aux commandes, que je salue au passage quand elle regardera notre webinaire. Diapositive suivante. En termes de gouvernance et de financement, donc tout ce qui est l'animation, la labellisation et les aspects financiers. Diapo suivante, s'il te plaît, Sophie. La suivante encore. Alors, ça, on passe directement sur la labellisation. Donc, le label, l'idée, c'est de reconnaître le travail des élèves, en particulier en fin d'année, de les récompenser sur leur investissement, implication dans le dispositif. Donc, pour obtenir ce label, il faut s'inscrire auprès de l'OFB et c'est toujours via la plateforme Sagae. Il s'agit d'écrire. Alors, c'est important que cette description du déroulé du projet, elle se fasse par le binôme. Il ne faut pas que ce soit que l'enseignant qui renseigne ou que la structure accompagnatrice. Il faut bien que le travail soit fait par les deux. Comme il y a des échéances, quand on est tenu par une échéance, on a une fâcheuse tendance à surseoir, procrastiner, et hop, quelques jours avant, on se dit, voilà, il faut que je fasse ma demande. Et donc, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est de prévoir au cours de l'année, par exemple, à l'issue de chaque sortie de terrain, une dizaine de sorties terrain dans l'année, peut-être à chaque sortie ou toutes les 2 sorties, de prévoir un temps au niveau du binôme pour rendre compte de ce qui a été fait sur l'aire éducative, mais ça peut être aussi à l'occasion de chaque conseil d'élèves de rendre compte de ce qui a été fait, d'en garder trace. Comme ça, au moment de la demande de labellisation, c'est facilitant pour renseigner la plateforme. Donc, le label, juste signaler qu'il y a un comité de pilotage national entre l'OFB et le ministère de l'Éducation nationale. On a une cellule d'appui au niveau national, donc on a 5-6 personnes au niveau national qui suivent l'ensemble du dispositif. Et puis après, on a des groupes régionaux aires éducatives, donc ça réunit la direction régionale de l'OFB, les 2 académies en ce qui nous concerne, puisqu'il y en a toujours une côté Toulouse et une côté Montpellier, elle est sur les anciennes régions. L'ADREAL en fait également partie, l'Agence régionale de biodiversité, et on peut avoir d'autres acteurs, on a notamment nous les agences de l'eau,
Et on peut avoir dans certains groupes régionaux d'aires éducatives des représentants de syndicats, par exemple, de bassins, de gestion de bassins versants. Diapo suivante, s'il te plaît. En ce qui concerne la campagne de financement 2024, donc on est passé sur des modalités liées à la trousse à projet. La trousse à projet, c'est un GIP, donc un groupement d'intérêt public de l'éducation nationale. Pour le coup, c'est les enseignants qui ont accès à cette trousse à projet. En très résumé, il s'agit de décrire un projet avec les attendus du dispositif, de déclencher une campagne de recueil de fonds participatifs avec un petit seuil fixé à 100 euros. Et dès lors que les 100 euros sont obtenus, derrière, ça donne le droit à potentiellement accéder au financement de l'OFB. On va y revenir plus tard pour préciser si vous avez des questions autour de ça. Et là, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a, cette année, on a eu du 1er mars et jusqu'au 31 mai, donc jusqu'au demain, une partie de l'appel à projet pour un financement des projets existants, donc ceux qui sont déjà en cours, et pour bénéficier d'une aide de 4 000 euros pour 2 années scolaires. Et on va ouvrir la campagne pour les futurs projets qui s'inscriront dans le dispositif à la rentrée scolaire 2024-2025, le 1er juin jusqu'au 15 octobre. Et là, on sera aussi sur une aide forfaitaire, mais cette fois de 5 000 euros, parce qu'on est au démarrage, donc il y a un petit coup de pouce supplémentaire, pour 2 années scolaires également. Donc tout ça, ça passe par la trousse à projet et on a un webinaire dédié que vous retrouverez assez facilement en allant sur le Sagae pour expliciter un peu plus les modalités de fonctionnement. Alors c'est un webinaire privé, donc il y a un petit mot de passe, financement 2024, pour pouvoir le visualiser. Diapo suivante, s'il te plaît. Et bien là, je termine sur les ressources et contacts. Donc, en première approche, il y a tout ce qui est le petit livret d'accompagnement, le guide méthodologique. Sur Sagae, tous les éléments sur les inscriptions, labellisation, les financements via la trousse à projet. Au niveau national, il y a une adresse générique. Et les collègues sont très réactifs dès lors que vous leur écrivez. Au niveau régional, si vous avez des questions générales sur les dispositifs, moi, je reste disponible. Et si c'est des questions plutôt des enseignants sur notamment comment intégrer, dérouler les programmes scolaires, là, il faut se tourner vers les collègues des académies, donc Eva Baldi côté Toulouse et Florence Torres côté Montpellier. Et on a un accompagnement aussi financé par l'OFB auprès du Graine Occitanie. Donc là, c'est pour toutes les questions plutôt issues, d'ailleurs dans votre champ, de structures qui veulent accompagner une aire éducative, de comment s'y prendre. C'est Morgane Clérao qui assure cette mission-là. Je veux bien que tu remontes, Sophie, juste sur le diaporama, parce qu'il y avait des aspects liés au fonctionnement. Vas-y, remonte encore. Sur la gouvernance, non, mais apparemment, la diapo, elle a sauté sur ce que tu avais dit. Bon, peut-être j'y reviendrai sur... Je vous le fais a cappella sans le support. Juste de retenir qu'en termes de gouvernance, ce que je vous ai indiqué, c'est qu'il y avait une cellule nationale, un comité de pilotage national. On a des réunions des correspondants régionaux de chaque région. On se réunit trimestriellement pour faire des points d'étape d'avancée du déploiement du dispositif. Au niveau régional, on a le groupe régional des aires éducatives. Donc, on instruit OFB et les 2 académies toutes les demandes d'inscription, de labellisation et de financement. Pour ceci, on est très attentif, ce que je vous disais, aux différentes étapes du dispositif, qu'on ait bien un binôme en place, que les élèves soient bien au cœur de la démarche, que les programmes scolaires soient bien intégrés et qu'il y ait bien des partenariats territoriaux qui soient noués. C'est les 4 grands chapitres auxquels on est très attentif, de manière assez théorique, j'allais dire, au moment du démarrage de l'inscription. Mais il ne s'agit pas de faire du paraphrasé du guide méthodologique, parce que sinon on le voit. Il y a quand même des choses qui soient perceptibles. Et puis, on est surtout attentif au moment de la labellisation. Et tout ça, ça a suivi son cours pendant l'année scolaire. Et juste de redire aussi que l'animation auprès des porteurs de projets en Occitanie, on en a 150. C'est des binômes, ça fait 300 personnes. Et donc, moi, je ne peux pas répondre à ces sollicitations que ça peut générer du réseau, et donc c'est le Graine Occitanie qui assure cette animation des porteurs de projets. Alors voilà, c'est la diapo, effectivement, qui... Elle a été cachée dans mon diaporama, je ne sais pas pourquoi. Voilà, un emboîtement d'échelle et une structuration, mais vous l'aurez du coup dans le diaporama qui sera fourni à la suite.
Voilà, merci de votre attention. Je vais peut-être laisser François vous rendre ça plus concret sur un déploiement. Merci beaucoup Stéphane. Du coup, et merci aussi et bonjour à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. J'ai vu qu'il y avait un peu plus de connectés que tout à l'heure. On fait un petit temps d'échange quand même. Si vous avez des questions par rapport à ce que vient de présenter Stéphane avant d'attaquer la présentation plus terrain. Bon, ça n'empêche qu'on pourra revenir ensuite globalement sur les deux présentations tout à la fin du café là, pour les questions, mais n'hésitez pas. Jean-François, je ne sais pas si tu voulais intervenir tout à l'heure, hein. N'hésitez pas à allumer vos caméras aussi si vous posez une question ou si vous Au voulez niveau, réagir. Oui, moi, donc, au niveau des questions, c'est Jean-François. Oui, donc au niveau des questions, non, moi, c'était... Non, non, il n'y avait rien de particulier pour l'instant, étant donné que c'était déjà en cours. Donc après, je pourrais peut-être répondre à des demandes sur ce qui se fait, quoi. Ok, ça marche. Peggy, du coup? oui, moi j'avais une question, ou alors j'ai peut-être pas été assez attentive, c'est de septembre à la fin de l'année, mais par quelle fréquence en fait, à peu près? C'est variable ou... Alors, dans les préconisations, on est plutôt sur une dizaine d'interventions du référent EDD auprès de l'enseignant et une dizaine d'interventions en allant sur les rééducatives. En gros, une sortie par mois pendant le... Et après, c'est très variable suivant les porteurs de projet. Il y a des enseignants qui continuent d'y aller sans que le référent soit avec eux. Ils font beaucoup plus de sorties sur le terrain. Alors après, quand il y en a très peu, bon, c'est des choses qui ne permettent pas au dispositif de pleinement acquérir les objectifs visés, quoi. Les cas de figure, finalement, on nous signale, ben, on n'a pu y aller que 3 fois. Alors, ça a été très compliqué pendant la période de Covid, hein. C'était l'année Covid et puis enfin, les 2 années qui nous ont impacté. Mais voilà, pour une fréquence, c'est plutôt de l'ordre d'une dizaine et répartis tous les mois, quoi. Avec pareil, des conseils d'élèves intercalés, parce que c'est un peu compliqué de faire un conseil des élèves. On pouvait aussi en tenir sur les rééducatives elles-mêmes, hein, mais comme ça peut conduire à des séances de vote, à bulletins secrets, etc., boîte de vote, c'est peut-être plus facile les conseils des élèves en classe que sur le site. Mais pourquoi pas. Merci Stéphane. S'il y a d'autres réactions? C'était super clair, Stéphane. Apparemment, personne n'a de Pardon, questions. moi j'ai une question, Ah, excusez-moi, je suis désolée, j'ai pas de caméra. Je suis Solveig, je travaille pour le parc naturel régional de l'Aubrac. Vous l'avez peut-être dit, mais est-ce que vous pouvez rappeler les niveaux scolaires concernés? Non, effectivement, je ne l'ai pas dit. Donc au départ, c'était ouvert plutôt au niveau primaire. Et donc maintenant, c'est ouvert des cycles 1 au cycle 3. Et du coup, concrètement, ça veut dire les primaires, le collège et les lycées. Alors les lycées, c'est encore très récent, hein. C'est depuis l'an dernier, donc on en a encore peu. Et du coup, il y a un guide méthodologique au niveau primaire, il y a un guide méthodologique adapté niveau collège et lycée, parce qu'évidemment, ils ne sont pas tout à fait dans les mêmes niveaux de maturité, et donc c'est pas la même manière de les accompagner sur ces dispositifs. Ok, donc ça marche dès la maternelle. C'était un petit peu ma question, comme dans les territoires, Ouais. enfin dans nos territoires Quand, très ruraux, on quand a je beaucoup dis- de classes uniques. Oui, c'est ça, quand les classes uniques, intégrer les primaires avec les CE1, CE2, etc., oui. Quand on n'est pas dans des classes uniques, dans le niveau maternel, ils sont quand même encore plus petits, quoi. Bon, on peut faire des choses initiées, mais ce qui est bien quand c'est pas des classes uniques et que c'est des maternelles et à côté CE1, CE2, CM1, CM2, c'est tout de suite de partir, j'allais dire, sur un projet d'établissement, du coup de faire du bien, quoi. Et en plus, les plus grands, ils aiment bien accompagner les plus petits, quoi. Donc, ça permet d'initier, parce que l'idée, c'est aussi que les projets ils durent plusieurs années, qu'on aimerait à terme en déployant sur primaire, collège, lycée, c'est que ce soit tout au long de la scolarité. C'est ce qui est visé aussi avec l'objectif quantitatif, hein, de 18 000 à l'échelle nationale. Et du coup, voilà, pour initier les plus petits, soit c'est du multiniveau, d'accord, soit il faut que ça passe à un projet d'établissement.
classe de maternelle seule, ça. Et moi, j'ai juste une petite question. Du coup, la première année de septembre à juin, c'est le montage de projet avec l'enseignant et la structure en fait éducative. Donc, du coup, sur cette partie-là, il n'y a pas de financement possible avant la labellisation du projet. Non, c'est pas ça. Alors, Non. je le refais. Pour les inscriptions, c'est ouvert de juin à septembre, juin de l'année d'avant. Ouais. Ça veut dire que le travail préparatoire en amont de constituer un binôme enseignant-accompagnant EDD, il faut l'anticiper le printemps de l'année d'avant, D'accord. de manière à décrire lors de l'inscription de juin à septembre comment vous vous organisez, quels sont les grands jalons qui vont être posés dans l'année. On ne demande pas une description au jour près des sorties, mais donner un ordre d'idée par rapport aux attendus. Donc, je vous disais tout à l'heure, il faut s'appuyer sur le guide méthodologique, mais il ne faut pas se contenter de paraphraser le guide. Pour rendre concret comment tout ça, ça va s'organiser, la fréquence des conseils d'élèves, les démarches déjà peut-être entreprises auprès de la collectivité territoriale. Tout ça, c'est bien de le prévoir avant le mois de juin de la rentrée scolaire suivante. Et après, vous déposez la demande d'inscription sur Sagae. Et pour ces nouveaux projets, là, il y a une campagne de financement qui va s'ouvrir au 1er juin, qui est calée jusqu'à mi-septembre, comme la date butoir des inscriptions, pour demander une aide financière, notamment auprès de l'OFB. Là, c'est forfaitaire et c'est 5 000 €, c'est pour 2 années. D'accord. Et après, pour compléter, et repréciser, pour la labellisation, là, c'est ouvert en fin d'année scolaire. C'est pas obligatoire, ça peut être demandé la première, la deuxième, la troisième année, ou plus. Et il y a aussi des aides financières possibles auprès de l'OFB, et c'est sur le même calendrier. C'est ouvert de mars à juin cette fois. Par contre, la volumétrie, c'est que 4 000 €, parce que le dispositif a commencé à gagner en maturité, en routine, donc il y a moins besoin, on considère, d'apports financiers à faire. Et voilà. Christelle? Court. Oui, merci pour cette présentation qui était effectivement très claire. Je me demandais, j'imagine que oui, mais là, donc, le webinaire s'adresse plutôt potentiellement aux référents, accompagnateurs des enseignants. Est-ce qu'il existe, vous faites aussi des webinaires plus spécifiques dans des formations, des temps de formation, d'information plus précisément auprès du corps enseignant? Alors, ce qu'on a commencé à élaborer en Occitanie avec les 2 académies et le Graine, on fait des journées régionales de rencontre des porteurs de projets aires éducatives. Donc là, on les a tenues 15 mai côté Montpellier et 22 mai côté Toulouse, on était sur Albi. À chaque fois, on cible des temps d'atelier sur des thématiques particulières, comment on croise, bon, on en a fait justement un sur aires éducatives et espaces naturels. Donc, ces journées-là qui viennent d'avoir lieu. Et puis après, on a une autre partie qui est plutôt un marché des connaissances, et où là, c'est des porteurs de projets eux-mêmes qui souhaitent partager un retour d'expérience sur différents attendus du dispositif, et les autres porteurs de projets qui découvrent, qui sont déjà dedans, mais qui s'interrogent, qui viennent chercher des informations sur comment les collègues s'y sont pris. C'est du retour d'expérience de pair à pair. Et donc là, on touche bien les binômes, et donc à la fois les accompagnants et les enseignants. Ça, c'est à l'échelle régionale. Et là, comme le dispositif prend de plus en plus d'ampleur, on travaille de mieux en mieux avec l'éducation nationale, qui s'est réemparé le sujet, et c'est Elisabeth Borne qui a fixé la cible de 18 000 aires éducatives dans le cadre de la planification écologique, avec tous les sujets de la transition écologique. Et du coup, on est en train de travailler sur des modules qui seront des modules de formation qui seront mis à disposition en ligne, mais aussi via des parcours de formation en présentiel à destination des binômes enseignants et accompagnants en EDD, qui devraient voir le jour en 2024-2025. Merci. Si, je crois qu'au vu de l'heure, on peut peut-être enchaîner sur la présentation de François, et ensuite il y aura de nouveau des temps d'échange et de questions. François, je te laisse te présenter du coup et partager ton écran. Oui, bonjour.
Alors, je partage l'écran en même temps, et comme ça, pendant que ça se fait, je me présenterai. Il est là. Check. Donc, moi, je suis François Dolezan, donc je suis animateur nature au sein de la Fédération des réserves naturelles catalanes. Euh, Hop, voilà, donc vous devez avoir l'écran, c'est bon? C'est bon. C'est bon. OK. Et donc, je fais partie en fait du pôle éducation et sensibilisation à l'environnement qui a été créé à l'échelle de la Fédération des réserves naturelles catalanes, qui comprend 9 réserves naturelles nationales des Pyrénées-Orientales. Voilà. Et puis là, donc il y en a 2 autres aussi réserves naturelles dans les PO, qui pour différentes raisons ne sont pas dans la fédération. Il y en a une représentée ici, qui est Cerbère-Banyuls, du coup. Et l'autre aussi. Juste, pardon, je me permets Oui. de couper. Est-ce que tout le monde voit les diapos en entier? Nous, on les a pas découpés. Ah. Pour moi, c'est bon, je vois, oui. Ah, ok, Ah, c'est un peu coupé, mais ça va. d'accord. Bon. C'est beaucoup. Enfin, sinon, Il on peut. manque, il manque Vas-y. un tout petit bout sous école primaire publique de Saint et voilà, mais il manque pas D'accord. grand-chose. Ah, c'est le bas, du coup, qui manque. Un tout petit Moi, bout, j'ai le oui. bas et le côté qui manque. Ah, D'accord. Alors, ça, je ne saurais pas dire pourquoi tu Mais veux. c'est pas grave. On va essayer peut-être en dézoomant, je sais pas. Ok. Et puis, si jamais il manque vraiment des choses, n'hésitez pas à me le préciser. Du coup, si vous voyez qu'il manque quelques morceaux, je préciserai. Après, mon diapo, il va être surtout fait d'illustrations. Voilà, vous allez voir pourquoi. C'est un retour d'expérience, donc c'est c'est du très très concret. Donc je disais que oui, le pôle éducation, c'est fait à l'échelle de la fédération, là, lorsque l'ensemble des réserves naturelles au niveau national ont recruté des animateurs nature. Donc chez nous, ça date d'il y a 2 ans. Voilà. Et on est donc une équipe de 6, et ma partie à moi, c'est vraiment de m'occuper de coordonner l'ensemble des projets scolaires. C'est ce qui fait que j'ai repris un premier projet qui était en création d'aires terrestres éducatives, qui avait été lancé par la Réserve naturelle nationale de Jujols, par une technicienne qui en avait la volonté. Et puis, on a eu cet objectif dès le départ de travailler sur une, voire 2 de plus, qui sont les 3 aujourd'hui sur lesquels je vais me baser pour vous faire ce retour d'expérience. J'ai noté aussi les quelques questions auxquelles je peux répondre aussi de manière, disons, sur du retour de terrain, pour le coup, le temps de travail, les cycles aussi, je vais le repréciser. Et cette fameuse phase 1, le temps où on va finalement être en démarche de labellisation. Voilà. Euh, En introduction, je voulais aussi rappeler, c'est important sur l'historique qui vous a été fait, donc sur les aires terrestres éducatives. Le lien avec l'historique, il est très important. L'histoire de 2012 en Polynésie, elle est quand même exceptionnelle. Ce sont des enfants qui sont allés voir des adultes après avoir été choqués suite à une étude, un retour d'études de scientifiques sur le milieu marin. Et donc, on est vraiment parti d'enfants de primaire qui se sont dit par eux-mêmes, il faut qu'on fasse quelque chose. Et l'outil qui leur a été proposé, c'est ce qui s'est traduit un peu plus tard par ce qu'on appelle maintenant les aires marines éducatives. Mais nous, quand on crée une aire éducative, il faut vraiment toujours garder ça en tête. Ce n'est pas nous qui allons guider la chose, ce n'est pas l'enseignant ou l'enseignante qui va guider la chose, ce sont les élèves. Et je pense qu'il faut vraiment garder cet historique en tête, d'autant plus qu'il est joli quand même. Euh, voilà, donc nous, on est référent binôme donc sur 3 aires terrestres éducatives. Il s'agit de celle d'Olette. Donc et là, je vais en profiter pour revenir sur les cycles. On est sur une classe à 4 niveaux. On est aussi en zone rurale et montagnarde, hein. À la base, Stéphane me corrigera si je me trompe, mais la cible, c'est CM1, CM2, 6e, c'est-à-dire un cycle 3. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le jargon de l'éducation nationale, mais en gros, on travaille sur des objectifs sur 3 ans à l'éducation nationale. Donc, les enseignants, sur les 3 années, doivent faire en sorte de répondre à tous les objectifs au bout des 3 ans. Peu importe si tel objectif se fait la première, la deuxième ou la troisième. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cycle. Donc, c'est cycle 3. CM1, CM2, 6e. Et effectivement, je crois que c'est monté un peu sur collège et lycée maintenant. Après, en termes pratiques, c'est souvent plus compliqué de mettre en place ce type de projet sur des collèges. Voilà. Donc, OLET, c'est un cycle 3++, puisqu'il y a des CE1 et CE2. Et ça a été celle qui a été commencée à la RNN de Jujols par une technicienne que j'ai reprise, qui a été labellisée il y a 2 ans.
et ça a été la première ATE labellisée sur les PO. Voilà. Je précise aussi à ce moment-là le binôme qui vous a été présenté, ce fameux binôme enseignant ou enseignante et animateur ou animatrice. Il est aussi très important. Enfin, il faut vraiment que ça fonctionne. Voilà. On peut ne pas arriver à travailler avec un enseignant ou une enseignante, même s'il est très performant, c'est juste que des fois, voilà. Mais il faut qu'on arrive à créer un binôme complémentaire. Nous, les deux premières, donc Olette puis Serdinia, on a travaillé avec des enseignantes qui travaillaient déjà avec les réserves depuis de nombreuses années sur d'autres projets. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment très important de se connaître et de se comprendre et d'arriver à travailler de manière fluide. D'ailleurs, j'étais justement sur les demandes de labellisation ou de renouvellement hier, et les enseignantes, en retour positif, mettaient en général le binôme fonctionne bien et ça aide beaucoup. Voilà. Donc, du côté d'Olette, c'est cela. Du côté de Sardinia, c'est aussi une petite école. Alors, c'est du double niveau. Après, c'est une école en RPI, regroupement pédagogique intercommunal. Donc, c'est quand l'école est sur 3 villages, pour le coup, qui a été labellisée l'an dernier. Et la dernière, c'est l'école de Saint-Pierre d'Elsforcats, qui n'est pas labellisée. La demande de labellisation est partie hier. Et là, pour le coup, c'est une enseignante qu'on ne connaissait pas. On a compris rapidement qu'elles étaient déjà en démarche d'éducation à l'extérieur, école du dehors, ce qu'on appelle, et qu'elles étaient déjà beaucoup en démarche participative. Ça, c'est vraiment très important. Ce que Stéphane a appelé le conseil de classe, effectivement, ça se fait beaucoup sur la base de la pédagogie freinée. Ça s'appelle dans les aires terrestres éducatives le conseil de la terre ou pour les AME, le conseil de la mer. Mais en fait, les 3 classes avec lesquelles on travaille, ces conseils de classe existaient déjà. Voilà. Et forcément, ça aide beaucoup. Et donc là, ce qu'on a fait, par contre, comme on ne connaissait pas du tout l'enseignante et les élèves, c'est qu'au mois de juin, avant de se lancer sur une année complète, on a fait des temps de rencontre, c'est-à-dire que les élèves sont venus à la réserve naturelle pour rencontrer les salariés. La plus proche, c'est la réserve d'Ain, là, pour le coup. Et nous, on est allé visiter l'école et on demandait aux élèves pourquoi ils voulaient se lancer là-dedans. Et le deal, c'était qu'on faisait un point après avec les enseignantes pour voir si on se lançait ou pas là-dedans. Voilà, il faut vraiment être sûr de soi, c'est un gros investissement. On a besoin que les enseignants et les enseignantes soient investis aussi. Donc voilà. Le temps de travail, si vous voulez, je l'ai sorti là pour l'an dernier, je vous le redonnerai après, ça répondra aussi peut-être à la question du nombre de séances et autres. Voilà. Du coup, moi, sur le diaporama, j'ai principalement répondu à la question qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous en tant que gestionnaire de site. Après, sur les questions, n'hésitez pas à ouvrir sur d'autres éléments par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir. Et alors maintenant, c'est moi qui n'ai pas le haut. Check, je l'ai là, c'est pas grave. Hop. Du coup, ah oui, je reviens juste sur Saint-Pierre-d'Elforcats. Pareil, justement, la motivation du choix, elle est intéressante parce que les élèves souvent cherchent un milieu déjà naturel, quand on est en zone rurale en tout cas, qui est beau, qui leur plaît, etc. La phase vraiment du choix du site, elle se fait quasiment sur le premier trimestre de l'année de demande de labellisation. C'est une année où, pour répondre un peu à la question, du coup, il y a un gros investissement à faire parce qu'il va falloir lancer un peu toutes les démarches, lancer la recherche de site, mettre en place les dispositifs de décision auprès des élèves, faire la demande auprès du propriétaire dont le site est choisi, etc. Et lancer un peu l'état des lieux scientifique. Donc, il y a vraiment un gros travail pour lancer les choses et pour essayer petit à petit aussi de rendre l'enseignante autonome. Hein. Le but, c'est qu'elle s'approprie le projet, qu'elle s'approprie le site et qu'elle y aille sans nous aussi. Voilà. Et Saint-Pierre-d'Elforcats, je voulais juste préciser parce que le choix, ce qui a motivé leur choix est très intéressant. Ils allaient sur un endroit qui est finalement le site qui a été choisi et sur lequel il y a une mare. Vous verrez des photos après. Et ce qui a motivé le choix de ce site, c'est la crainte que la mare ne disparaisse pour des questions de travaux de parking de la part de la mairie. Voilà, ça peut faire partie des critères de choix. Après, bien sûr, on a bien précisé aux élèves qu'on n'allait pas bloquer les travaux, mais que à partir de leur démarche scientifique, peut-être ils allaient pouvoir discuter avec les élus pour créer des alternatives aux travaux. Voilà. Mais leur choix a été fait par rapport à une inquiétude sur une mare, sur laquelle ils allaient pêcher des grenouilles. Voilà. Et donc, si je reviens, donc l'ATE comme outil de transmission du fonctionnement des espaces naturels protégés. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est un peu qu'on a fait un parallèle entre une réserve naturelle et une ATE pour les écoles. Donc, on devient gestionnaire d'un site de la part des élèves et constamment dans le projet, on revient sur ce
on compare leurs travaux à nos travaux à nous sur les réserves naturelles sur le terrain. Voilà. Exemple, du côté de Saint-Pierre, un des premiers travaux que l'on a fait, donc comme je vous l'avais dit, c'est de les amener sur la réserve d'Ain et ils ont découvert les différents métiers de la réserve, ils ont découvert les différents salariés de la réserve. En photo, vous avez ici avec un des techniciens de la réserve naturelle d'Ain qui leur présentait la réserve et puis qui leur explique quel est son métier. Ils ont vu la conservatrice et ils ont vu l'équipe d'animation aussi. Voilà. Et donc, ils ont pu faire un travail sur les différents métiers. Je crois qu'ils ont même fait des fiches métiers après en classe. Ce qui leur donnait une idée du travail vers lequel ça les a menés sur les ATE. À Sardinia, pareil, l'introduction s'est faite sur une autre réserve naturelle, à Montet. Et là, on leur a fait vivre en fait une journée une journée d'une technicienne. Voilà, elle était sur un suivi sur les insectes pollinisateurs. Donc, on a vécu du matin au soir sa journée. Et ensuite, du côté d'Olette, je vous en reparlerai, mais sur la deuxième année, ils ont eu cette volonté de transmettre. Ils ont voulu mettre en place un sentier d'interprétation. Et là, on a le rôle du référent, finalement, il est là aussi. On a dit, OK, par contre, on est sur un site sur lequel on n'a pas forcément envie de mettre des panneaux partout. Voilà, c'est une question qu'on se pose beaucoup aussi dans les espaces protégés. Donc, on est allé voir un exemple de sentier d'interprétation qui était sur une réserve pas très loin, Jujols, pour voir comment ça pouvait fonctionner. Ils sont partis sur un audio guide, voilà, avec plein de chouettes choses mises en place. Mais voilà, encore une fois, on est parti d'une idée qui est sortie en Conseil de la Terre. On veut faire un sentier d'interprétation et on les a accompagnés pour arriver à quelque chose qui soit faisable pour eux et qui ne dénature pas le site. Et puis, on est allé chercher les intervenants dont ils avaient besoin, en l'occurrence un technicien du son, etc. Voilà. Donc, je continue sur un autre aspect qui, pour nous, était important. Alors, les 3 ou 4 points que je transmets comme valeur ajoutée derrière ces projets, ils ont été discutés dans toute l'équipe. Voilà, j'ai consulté mes collègues pour qu'on synthétise un peu tout ça. Check. Du coup, comme outil de pratique de la démarche scientifique. Donc, la première année, je vous ai dit, c'est le choix du site. Et souvent, et c'est normal, très rapidement, les élèves veulent faire du concret, mettre en place des actions de protection. Et c'est là qu'intervient aussi le référent en disant, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Là, la mare, ils voulaient la nettoyer parce qu'elle s'envase régulièrement. Mais on leur a dit, peut-être d'abord, il faudrait savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, il y a vraiment ce travail d'état des lieux qui commence à partir du 2e trimestre de la première année, quand on n'est pas labellisé, et puis surtout qui va être très approfondi sur la 2e année. Il faut vraiment qu'ils arrivent à se mettre dans la peau de quelqu'un qui va étudier un site avant de se dire, tiens, peut-être effectivement sur cet aspect-là, il faut qu'on intervienne ou pas. Voilà. Pour ça, nous, encore des exemples. On a fait venir des étudiants en master de Perpignan, de l'université de Perpignan en écologie, qui ont écouté les demandes des élèves sur une mare là, et qui leur ont monté des ateliers pour qu'ils soient en capacité, après le départ des étudiants, de faire un diagnostic global de leur mare. Voilà, ça c'est une coopération qu'on fait souvent avec des étudiants maintenant. Et bien sûr, derrière, ils ont mis tout ça en pratique sur le terrain, comme vous pouvez le voir en bas. Alors, il faut savoir, oui, je le remontrerai à la fin, mais ça peut être étonnant ce qu'on observe après avec eux, quand ils sont vraiment dans cette position de gestionnaire finalement. Là, on a découvert une grosse population de tritons palmés que personne ne connaissait dans le secteur, par exemple. Voilà. Alors, c'est pas une espèce très rare, mais on a fait venir un herpétologue qui n'avait jamais entendu parler des tritons palmés dans le secteur. Voilà. Je parle beaucoup de l'aspect scientifique. C'est important. Ça leur permet aussi de travailler avec les acteurs locaux sur l'histoire du territoire. Là, cet endroit-là, c'est un ancien centre des éclaireurs de France. Donc, on a retrouvé les anciens salariés pour qu'ils leur racontent l'historique de cette mare. Ils avaient notamment des questionnements sur d'où vient l'eau, pourquoi elle a été créée, cette mare, etc. Enfin, voilà. Et je vous ai illustré aussi du côté d'Olette ce travail d'observation, d'écoute de la vie faune. Alors, il faut savoir que sur tous nos ATE, on crée des listes après des espèces qui sont observées au fil des ans. Et ça nous permet d'avoir une base de données solide. Si plus tard ils veulent faire d'autres travaux, on a déjà une base.
On parle souvent voilà, d'une manière finalement de travailler sur l'ancrage territorial. Donc le lien avec les acteurs du territoire, ça nous aide beaucoup là-dessus. Alors je précise aussi, nos ATE ne sont pas dans les espaces de réserve naturelle, puisque un des critères euh, qui est très important, je pense, c'est qu'il soit à moins de 15 minutes, voire moins de 10 minutes de l'école à pied. Si on veut que l'enseignante y retourne régulièrement, on est obligé que ça soit suffisamment proche. Et donc, ça ne se passe pas dans les réserves pour le coup. Donc, pour illustrer ce lien avec les acteurs locaux, alors nous, on a la chance, hein, comme une grande partie d'entre vous, de ne pas avoir à utiliser la subvention, notamment de l'OFB ou d'autres, pour financer notre temps de travail. Donc, on va l'utiliser pour faire intervenir d'autres personnes selon les demandes des enfants. Voilà. Du côté de Saint-Pierre, c'est ce que sur la photo que vous avez sur la droite, du coup, c'est un herpétologue local qui est venu et qu'on a pu indemniser grâce à cette subvention parce qu'il y avait un enjeu amphibien voilà, sur la mare. Et c'est les élèves qui ont dit on veut en savoir plus. Eh bien, allez, on y va, on va chercher la personne en question. Vous avez à gauche l'inauguration du sentier d'interprétation dont je vous ai parlé. Voilà. Et ça, j'aurais très bien pu mettre aussi une photo du moment festif lié à la labellisation où on va regrouper l'ensemble des partenaires, les élus locaux, l'OFB est présent chez nous, les agents de réserve que l'on a sollicité durant l'année, on a évidemment les parents d'élèves, le propriétaire du terrain. Et en fait, on se rend compte, si je prends l'exemple de Sardinia, où on est en 2e année, donc elle a été labellisée il y a 1 an, mais du coup, ça fait 2 ans qu'on y travaille dessus. Aujourd'hui, on peut dire que les habitants viennent nous poser des questions sur ce projet, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an du tout. Ils ne savaient pas du tout de quoi qu'il y avait ça sur leur territoire. Je précise d'ailleurs aussi que la trousse à projet a permis à certaines personnes de se poser ces questions-là. Tiens, il y a ce projet sur mon territoire, mais c'est quoi, d'où ça sort? Et ils sont venus questionner l'enseignante. Voilà, donc ça permet finalement de parler aux villageois, sachant que sur Rolette, il y a un autre enjeu, c'est que la réserve de Jujols, qui est limitrophe à la commune, est en démarche d'extension. Voilà. Et la commune d'Olette est concernée. Donc, c'est important que les villageois, évidemment, entendent petit à petit parler de ces choses-là. Et l'ATE est un des outils utilisés pour cela. Voilà. Et je vais sur la photo du bas. On a eu la chance dans les PO. Il y avait déjà une démarche d'échange entre aires marines éducatives qui était organisée par le département. Et du coup, on a demandé à s'y intégrer, à intégrer une ATE. Donc, on a eu l'an dernier le premier échange AME-ATE. On a été invité là sur une plage qui est une AME. Voilà. Et cette année, de notre côté, c'est Olette qui va recevoir les AME et l'ATE de Sardinia. Voilà. On essaie de créer de l'échange. C'est aussi une demande des enfants hein, d'avoir les retours d'expérience. Dans ces cas-là, on organise ce qu'on appelle des marchés de connaissances. Hein. Donc, les élèves transmettent leur vécu, etc., via des ateliers. Et d'ailleurs, l'outil marché de connaissances, on l'utilise aussi sur les moments d'inauguration ou les moments festifs. Ce sont les élèves qui transmettent aux adultes. Voilà. Et ça marche très bien en général. On en aura un sur Saint-Pierre là prochainement, Saint-Pierre-del-Forcats, on aura une soirée, puisqu'ils se sont posé des questions sur la pollution lumineuse. Donc on a commencé à aborder ces thématiques-là et on aura une soirée avec les familles et les villageois. Et je termine quand même sur le fait que c'est un outil d'émerveillement autour de la découverte de la biodiversité, n'est-ce pas? Donc toutes les photos ont été prises sur les différentes ATE. Comme quoi, on peut voir plein de choses. Donc, sur certaines, on a mis un piège photo, d'où le cerf et le chevreuil. Tout en haut à droite, du coup, vous avez des enfants qui sont en train non pas de se prélasser, mais d'écouter la faune sauvage. Voilà, ce sont quand même de sacrés moments de détente qu'au début, on n'arrive pas à mettre en place, et puis au bout de 3 séances, ils le redemandent. Au niveau flore, voilà, et faune, les amphibiens, là, ça c'est sur la mare. On a une ATE avec un scorpion jaune, quand même, ce qui est sympathique. Donc là aussi, il a fallu faire un gros travail de sensibilisation auprès des élèves qui, eux, derrière, se sont dit, mais il faut qu'on prévienne les adultes qu'en fait, il ne faut pas les tuer. Voilà. Et oui, voilà, la petite surprise de la semaine dernière, hein, ça a été sur Saint-Pierre-del-Forcats. On avait fait une semaine avant un travail sur le mimétisme avec le technicien de la réserve dans le cadre du travail sur la pollution lumineuse. Et
on a eu au-dessus de nos têtes 2 petits ducs qui s'étaient cachés, voilà, sur la TE. Et pour la petite anecdote, comment on les a repérés, parce que le mimétisme était parfait, là pour le coup, avant qu'on en arrive à les trouver, c'est qu'il y en a un qui a fait ses besoins sur l'épaule d'un enfant. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un peu les quelques points importants, nous, qu'on ressort après, du coup, 3 années maintenant d'expérience avec les ATE. On est à différents niveaux, comme vous l'avez compris. Sur l'investissement, et je reviens du coup sur la question du temps des séances. Effectivement, ça peut être très variable. Ça va dépendre, de l'enseignant ou de l'enseignante. Ça va dépendre des projets de l'année. L'année sur l'audio guide, par exemple, sur le sentier audio, par exemple, a été une année où on a passé énormément de temps avec l'enseignante aussi en dehors des séances. Voilà. Euh, et voilà, ça va vraiment dépendre des opportunités. Et pour vous donner un exemple, moi sur Olette, l'année dernière, ce n'est que mon temps de travail. Ce qui veut dire que l'ATE peut aussi être travaillé sans moi maintenant, après 2 ans de travail, enfin 3 ans de travail avec une enseignante. J'y avais passé 22 jours, dont 8 sur le terrain avec les élèves. Donc c'est conséquent, hein. 8, ça veut dire 16 séances, hein. Voilà. Ou un peu moins parce que j'ai fait une journée sur la réserve de Jujols avec eux. Sur Sardinia, j'avais passé moins de temps. J'avais passé 14 jours à peu près, donc 4 de terrain, donc 8 séances de terrain. Mais là aussi, parce que l'enseignante y est retournée. Sur Saint-Pierre-del-Forcat, cette année, je n'ai pas les chiffres encore, mais on était sur la démarche de labellisation. Donc là, je pense que ça va être gros. Parce que là, ça demande un gros investissement. Et puis en plus, quand l'enseignante est motivée, elle fait plein de choses, mais du coup, elle a aussi envie de faire plein de choses. Ce qui est bien, mais qui demande beaucoup de temps. Voilà. Et pareil, du coup, sur ce temps de travail, ça va vraiment dépendre des enseignantes. Le dossier de demande de labellisation, sur Saint-Pierre, moi, je n'ai fait que le relire. Sur les autres, j'ai vraiment accompagné les enseignantes. Voilà. Donc, ça dépend du temps qu'elles ont, de la facilité qu'elles ont à remplir aussi tous ces documents, etc. Tic, tic, tic. Est-ce que j'ai fait le tour? À peu près, je pense. Après, je peux partir dans tous les sens, donc n'hésitez pas aussi à partir dans tous les sens au niveau des questions. Du Eh coup, ben, merci beaucoup, François. Oui. Sonia? ouais, du coup, c'était par rapport à là, justement, au dernier aspect sur le temps de préparation par rapport à la demande de labellisation. Du coup, tu nous as pas dit à peu près le nombre de jours que ça a nécessité. Sur uniquement le dossier de demande? Ouais, sur vraiment la préparation, là, le temps de préparation et Oui. avant la labellisation. D'accord, donc pas le temps avec les élèves, vraiment ce temps de Ouais, coordination. que la partie Donc vraiment effectivement, préparation. déjà ça va dépendre. Bon, on commence effectivement, on essaie. Après, comme disait Stéphane, on procrastine beaucoup aussi, hein, mais on essaie de le remplir petit à petit. Voilà. Donc sur Saint-Pierre, je ne l'ai pas, mais là pour le coup, j'avais une enseignante qui a presque tout fait. Bien D'accord. sûr, moi derrière, je fais ma partie parce qu'on a besoin de le faire à deux. Et puis, je vais relire ce qu'elle a fait. On va se consulter pour. Voilà. Après, sur si je prends Servigna, où j'y ai vraiment beaucoup contribué, le temps vraiment effectif sur la plateforme, là, uniquement pour la labellisation, c'est une journée. Voilà. Et elle n'est pas énorme à remplir. Après, il y a des cases où on a, de toute façon, on a besoin de se consulter. Parce que, enfin, c'est toujours pas, on le fait ensemble. C'est pas moi qui le fais, mais on le fait vraiment Ouais. ensemble. Mais le lien avec les programmes scolaires, j'en ai pas trop parlé. Après, si vous voulez, je pourrais vous donner des exemples de ce que mettent les enseignantes par rapport à nous, à ce qu'on a vécu. Mais ça, évidemment, on ne peut le faire qu'avec les enseignantes. Donc, on va se refaire le film de l'année et on va se dire, ben voilà, là, nous, on a touché à ça. Nous, après, quand tu es passé, effectivement, les aires, elles le font toutes, hein, calculer l'aire de la TE. Nous, on a fait un travail sur l'aire de la mare et profondeur. Donc, ça, elle l'a fait sans moi. Mais du coup, elle va le rapporter sur la plateforme Sagae, ce que moi, je ne peux pas faire. Et vice-versa, il y a d'autres choses où elle va avoir besoin de moi. Donc, une journée, je dirais. Ce qui a beaucoup changé cette année avec le changement de fonctionnement pour la demande de financement, c'est un retour d'enseignante que je fais, hein. Donc, aujourd'hui, c'est effectivement l'école qui porte automatiquement via notamment la trousse à projet, et l'enseignante y a passé énormément de temps sur la trousse à projet. Voilà. C'est un retour. Après, peut-être ça ne sera pas le cas sur les autres, hein, mais je sais qu'il y a une enseignante qui m'a fait ce retour. Ça lui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps, ça veut dire 2-3 jours.
les 2-3 jours en plus de tout ce qu'elles ont déjà à faire. Voilà. Je crois que c'est tout. On a construit en fait la demande de subvention ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire sur les 2 prochaines années? Mais elle a tout ce travail autour de la trousse à projet qui est rude apparemment. Voilà, voilà. Donc de toute façon, il faut se dire que si on se lance dans ce projet, c'est un gros investissement. Mais après, derrière, ça en vaut la peine. On travaille sur un gros suivi d'une classe pendant plusieurs années. Et pareil sur le choix avec quel ou quelle enseignante on veut travailler, c'est très important que la personne le comprenne aussi. Voilà. Il faut vraiment que les enseignants soient moteurs, j'imagine, du coup. Complètement. Ça montre une motivation de leur part aussi s'ils s'impliquent, enfin, s'ils se lancent dans la démarche, et s'ils ne le sont pas complètement, ça ne fonctionne pas. Et après, on a eu le cas à Olette, hein, l'enseignante peut changer. Voilà. Celle qui a lancé la TE n'est plus là. Donc là, moi, la suivante, elle a voulu reprendre le projet. Par contre, ça a été plus difficile pour elle. Voilà. Elle reprenait une classe, elle reprenait le projet. Donc là, moi, j'ai investi beaucoup. Voilà. Oui, c'est un des éléments dans la pérennité du dispositif, c'est les changements aussi bien de votre côté, hein, ça peut aussi arriver du côté. C'est ça, c'est ça. On a quelques-uns aussi de départ en retraite, donc là, des enseignants qui. Bon. Et après, sur les outils, je confirme, hein, on a beaucoup de retours sur la trousse à projet. Il y en a qui ont des facilités informatiques et puis il y en a, c'est pas qu'un problème de facilité informatique, c'est que oui, effectivement, ça demande un peu de temps pour renseigner toutes les rubriques. Donc là aussi, comme on a changé, c'est forcément un nouvel outil. Avant, on était sur démarche simplifiée. Là, on a quand même pré-renseigné un certain nombre d'éléments administratifs que les enseignants ont pu rechercher par eux-mêmes. Il y a la trousse à projet, puisqu'il y a un lien fort avec toute la sphère informatique de l'éducation nationale. C'est un GIP de l'éducation nationale, mais ça reste effectivement perfectible. Géraldine? Oui, bonjour, Géraldine Baquier de l'EPTB Lèze. Alors moi j'ai une question justement, alors je suis désolée, je me suis connectée un petit peu tard, donc peut-être les réponses étaient apportées par la présentation de Stéphane. Mais voilà, même sur le retour d'expérience, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs classes avec plusieurs enseignantes qui s'inscrivent? Alors nous on a le cas sur l'école de Prades-le-Lez, où en fait il y a plusieurs niveaux qui sont intéressés avec plusieurs classes, donc ils veulent monter ce projet d'aire terrestre éducative. Donc, est-ce que voilà, dans le retour d'expérience, ça s'est déjà fait? J'ai bien entendu effectivement que c'était assez consommateur de temps. Voilà, est-ce que François, voilà, il y a effectivement ce type de projet qui a pu se monter, ou franchement, c'est chaque fois qu'une classe, quoi. Vous ne pensez qu'une classe? Ça peut être effectivement plusieurs classes. L'AME, donc avec qui on échange, là, elle est de Port-Vendre. Voilà. Et il y a 3 classes de l'école, 3 CM2, c'est une grosse école par rapport aux nôtres, hein, qui participent à ce projet d'AME, voilà, qui est dans les références, c'est Nostramar, une structure qui est spécialisée vraiment dans le milieu marin. Et du coup, ça me permet aussi de repréciser, c'est que même si on n'a qu'une classe de l'école qui est impliquée, on le voit notamment dans la démarche qui est proposée par l'OFB, il y a cette idée de passage de flambeau, puisqu'effectivement, comme on est sur plusieurs années, les CM2, quand ils partent, il va falloir qu'ils transmettent les clés, entre guillemets, de l'ATE au suivant. Voilà, donc c'est un moment qu'on fait en fin d'année, en général, hein, il y a vraiment ce temps d'échange entre les élèves les plus grands et les suivants de la classe, ou de l'école d'à côté, si c'est un RPI, hein, parce que souvent les cycles 2 dans ces villages sont dans une autre école. Voilà. Et donc voilà, il y a quand même cette volonté d'impliquer toute l'école. Et Olette aussi, donc c'est la deuxième classe, ce sont des maternelles, et on a fait ce choix de tous les ans de les inviter sur l'ATE, les maternelles, pour leur montrer ce que les grands ont fait. C'est une manière aussi pour les grands de transmettre leurs connaissances. Voilà, donc effectivement, les petits, c'est difficile de faire toute cette démarche avec que des maternelles. Par contre, lorsqu'il y a une classe dans l'école qui est impliquée, elle peut tout à fait, d'une manière différente, impliquer le reste de l'école. Mais on peut aussi avoir les 3 classes ou les 4 classes de CM en démarche. Du coup, c'est par niveau. C'est-à-dire là, l'idée, elle voulait qu'en fait, les enfants, l'année d'après, puissent suivre pendant 3 ans, dont les C1 qui passent au CE2, parce que voilà, c'est une école où les enfants restent voilà, sur les niveaux. Donc, en fait, du CE1, CE2, CM1, les enfants puissent suivre finalement cette aire terrestre. C'est ça.
Sur Saint-Pierre, la soirée qu'on va organiser début juin, ça va être un moment où les grands vont transmettre aux plus petits qui vont être là l'an prochain. D'accord, ok. Voilà, nous, on en était là, nos réflexions sont là, à vous de jouer. Ok, super, merci. Juste deux petits compléments, et en reprenant déjà ce que disait François, c'est-à-dire transmettre les clés. Et comme le disait François, c'est cycle 3. Donc c'est CM1, CM2, 6e. Donc en principe, ils partent avec le bus au collège. Et donc c'est là où on a quand même quelque chose à travailler pour que ça suive bien son cours, quoi. Mm. Et donc maintenant, c'est ouvert, parce que tu n'étais pas là au début, Géraldine, mais c'est ouvert aussi au niveau collège et au niveau lycée. Et D'accord. l'objectif, on a un objectif quantitatif 18 000 éducative à l'horizon 2030. Et l'idée, c'est de couvrir, et que ça couvre territorialement, mais aussi les différents cycles depuis le primaire, collège, lycée, que ça accompagne tout le parcours de l'enseignement, quoi. Donc il y a une forte implication aussi du ministère de l'Éducation nationale, de plus en plus, avec nous, parce que c'est un partenariat OFB, ministère de l'Éducation nationale, pour, euh, pour que ça s'inscrive vraiment dans le parcours scolaire, quoi. Oui. Et par Et puis rapport dans à tous ta les cas, quand vous lancez, pardon, quand vous lancez des projets pédagogiques dans les écoles, sachez que à minima, les conseillers pédagogiques suivent ce que vous faites, hein. Voilà. Et c'est bien normal. Voilà. Du rectorat. Et pour répondre à ta question, Géraldine, quand il y a plusieurs classes, ce qui est intéressant, puis ce qu'il faut privilégier, c'est qu'ils ne fassent pas la même chose. Alors déjà, ça peut être plusieurs classes sur plusieurs aires autour de l'école. Ça peut être sur la même aire, mais que les différentes classes ne fassent pas la même chose, même si c'est des mêmes niveaux, qu'ils ne fassent pas la même chose, puisqu'il faut que les élèves, ils soient, ce que a bien illustré François, au cœur de la démarche. Et donc, ce soit eux qui, même si on les guide, ce soit eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Ça peut être différents groupes taxonomiques, ce qui veut dire différents types d'approches protocolées. Ça peut être différents types d'habitats. Enfin, bref, tout le champ des possibles, quoi. Mm. Et après, c'est d'autant mieux si c'est plusieurs classes, parce qu'on souhaite que ce soit des projets de classe, d'établissement, de territoire. C'est la dernière partie un peu qu'illustrait François, et je trouve ça super bien, l'histoire de la mare et du parking. Bon, Ah, génial. Ok, permet- donc, parce que là, c'est sur le Lèze, en fait, sur des zones Hum, humides, la ripisylve du Lèze, mais effectivement, le secteur peut y avoir plusieurs secteurs, parce qu'après, il faut hum, aussi que ça soit accessible depuis l'école, voilà, qu'il y ait quand même effectivement une proximité. Et en même temps, voilà, il y avait cette approche, la zone humide, la loutre, voilà. Donc j'entends effectivement peut-être effectivement sur différents sujets. Ok. Mais je pense que je te recontacterai parce que il y a plusieurs enseignants, du coup, voilà, en termes de volume, même financier, c'est assez conséquent quand même. Le Voilà, temps de quand tu travail, vas c'est accompagner, conséquent. j'ai bien noté le nombre de jours et tout, là, c'est quand même lourd, quoi, hein. Ouais. Après, c'est très variable. Et là, ce matin, ce qu'on évoque, et peut-être je vais en profiter pour repréciser un sujet, c'est-à-dire, comme le disait François, vous, dans vos activités, en particulier ceux qui sont conservateurs gestionnaires d'espaces protégés, vous avez des temps dédiés à l'EEDD. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de structures voilà, qui ne sont pas en gestion propre d'espaces tels que ceux-là. Et du coup, c'est pour ça que nous, on l'a mis en place, mais ça peut se faire sans les financements de l'OFB, hein. Les financements OFB, c'est que depuis 2019. Donc, toutes les premières aires éducatives, marines ou terrestres, il y a bien d'autres sources de financement. Je sais bien que c'est je crois, la bannière pour les prouver, mais ça reste du possible et il ne faut pas considérer que il n'y a que l'OFB qui les finance. C'est un message important aussi. Il peut y avoir d'ailleurs les collectivités, hein. Les collectivités, au-delà de mettre à disposition le terrain, elles peuvent aussi contribuer financièrement, soit directement pour la rémunération du fonctionnement, soit sur de l'aide à mise à disposition de matériel ou de l'acquisition de matériel. Des rôles qu'elles peuvent jouer aussi. Et par rapport à l'illustration que donnait François, il y a la structure référente, qu'on appelle maintenant plutôt structure accompagnatrice. C'est des sujets de sémantique, mais dans mon diaporama, c'était encore référent, mais ça suit vers accompagnant. Et du coup, cette structure, enfin, celle qui endosse ce rôle, c'est pas forcément elle qui fait tout auprès de l'enseignant. Et ce qu'a très bien illustré François, c'est qu'il peut y avoir aussi des intervenants ponctuels sur des thématiques spécifiques, quoi. D'accord. Ça me permet juste de glisser un mot aussi par rapport à ce que nous disait Alix de l'ARPO, là, l'Association régionale pêche Occitanie. On a aussi un cahier des charges sur les structures accompagnatrices. Et donc, il faut que je le dis directement, hein, dans les statuts sociaux des structures qui accompagnent,
n'y ait pas de défense, enfin de défense, qu'il n'y ait pas pour objet social entre guillemets, de prosélytisme par rapport à un usage particulier de la nature. C'est quelque chose sur lequel on est très attentif. Après, une fois qu'on a dit ça, dans les structures, en particulier les grandes structures, fédération cynégétique, fédération halieutique, ça peut être fédération de découverte de la voile, pratique de la voile, milieu nautique en milieu marin. Il peut y avoir après, et c'est là qu'on creuse, des personnes qui ont des formations spécifiques dédiées à l'éducation à l'environnement. Ça permet entre le niveau d'exigence, parce que c'est le monde de l'éducation nationale, puis on est là pour de la reconnexion à la nature, prendre en compte les différents intérêts en jeu, et pas mettre la focale sur un usage particulier. Donc ça, c'est juste le petit point d'attention à avoir. Et après, les structures, si elles ne peuvent pas être accompagnatrices, par rapport à cette question d'entrée de leur statut social, elles peuvent être intervenantes, à tout le moins dans les dispositifs. J'ai noté plein d'autres choses, mais je vous laisse poser vos questions avant de, comme François, de me laisser hop, partir dans différentes directions peut-être. Non, pas d'intervention, pas de questions? Peut-être sur le même film, moi je précise que par exemple, côté OFB, on n'est pas. On a les activités que moi je vous ai présentées au niveau régional, on a les aspects financement, et puis on a tous nos collègues des services départementaux. En l'occurrence, François, il travaille beaucoup avec le chef du service départemental, Rémi Arsento, pour ne pas le nommer, qu'on a vu d'ailleurs sur les photos. Et du coup, c'est pareil, on n'est pas, nous, on ne peut pas être structure accompagnatrice. Ça ne rentre pas dans le plan de charge des collègues des services départementaux. Par contre, vous pouvez les solliciter ponctuellement, qui présentent à minima les missions de l'établissement, adaptées avec des vocables pour les scolaires, évidemment, les enjeux biodiversité, et puis surtout, est-ce que moi j'essaie de pousser en interne la découverte de leur métier sur les aspects techniques, notamment d'échantillonnage. Ça peut être, par exemple, ce que disait François sur les moments sensoriels, parce qu'on a quand même beaucoup d'agents qui sont très chevronnés en reconnaissance d'espèces, notamment de la vie faune, donc ça peut être des séances autour de ça. Puis, de par mon parcours, moi, je plaide aussi beaucoup pour la découverte de nos amis subaquatiques, les poissons. Donc, ça peut être aussi, à travers nos collègues des services départementaux, d'organiser des pêches à l'électricité qui veillent, et je le redis, au bien-être animal. On n'est pas sur des chaluts électrifiés, système, on est quand même sur des systèmes d'électronarcose et du moindre mal possible et de moins de mortalité possible, même s'il faut toujours en avoir. Mais c'est aussi des sujets d'émerveillement que de se rendre compte qu'au-delà du miroir qui coule, qui est très... voilà, il y a toute une vie en dessous, et en particulier la diversité de la faune piscicole, et donc nos collègues des services départementaux, vous pouvez aussi les solliciter là-dessus. Il y en a quelques-uns déjà qui l'ont fait. Eh bien, merci Stéphane, merci François. Il nous reste encore 4 petites minutes si vous avez une dernière petite question ou intervention sur le sujet. Sinon, on est pile poil dans les temps. C'est magnifique. J'ai encore une remarque que je notais dans les différentes interventions. On parle d'air terrestre et d'air marine éducative. On va rester dans cette entre guillemets dichotomie. Par contre, si vous allez sur Sagae ou sur le site de l'OFB, vous tomberez assez vite sur la notion d'air éducatif fluvial. Pour le faire très court, c'était une démarche d'Éric Orsona, connu pour ses écrits notamment sur les problématiques de l'eau à l'échelle mondiale. Éric Orsona était relativement proche de l'ancien ministre Papaïdienne de l'Éducation nationale, et il s'était rapproché de lui en lui proposant des projets d'éducation à l'eau, avec un dispositif qu'il avait commencé à imaginer, Adopte ma rivière. Donc, Éric Orsona maintenant est devenu le parrain de l'ambassadeur de nos aires éducatives, et puis le travail avec lui conduit à ce que ce niveau fluvial
Ça reste une thématique possible. On ne va pas commencer à démultiplier et à dire qu'on a des aires terrestres, des aires forestières, des aires de montagne, des aires en fonction des types de milieux. On va rester terrestre et marin. C'est juste si vous avez Mais ça reste possible. Et puis derrière, on peut revenir vers vous. Vous pouvez nous interroger si vous voulez mettre en place une aire plutôt de type fluvial. Je pense plutôt notamment à Géraldine qui nous parlait du Lez. Cette question-là, je pense qu'elle va vite émerger sur ton secteur, Géraldine. Je ne sais pas s'il sera possible de récupérer le diaporama, du coup, parce que je pense que Jean-Paul Dardet, qui est le DGS de Prades, a essayé de se connecter, mais voilà, il n'a pas réussi. Voilà, je pense qu'il serait intéressé par les présentations. Je vous remercie, qui étaient vraiment très riches. Et moi, comme j'ai raté le début, je veux bien aussi pouvoir disposer de la présentation. Alors, pour info, Géraldine, en suivant du café, là, je vais envoyer un mail à tout le monde avec les présentations et d'ici peu, et les contacts de l'ensemble des personnes qui sont présents aujourd'hui. Et d'ici peu, voilà, le webinaire, il est enregistré, donc il sera sur notre chaîne YouTube de l'ARB aussi. Donc, éventuellement, si vous voulez revisionner le début, voilà, Merci beaucoup. ce sera possible. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas pour les contacts, même si les réponses n'arrivent pas de suite, elles arriveront. Oui, ben, j'ai mis vos mails, hein, François et Stéphane aussi dans le mail. Vous êtes en copie, donc Voilà. vous allez peut-être certainement y avoir droit. Okay. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que c'était super intéressant et puis ça donne super envie, là, les photos à la fin, le petit duc, etc. C'est quand même des choses qui sont... Ah, c'est le PC, moi, je suis belles derrière le PC maintenant. et qui donnent envie. Voilà, donc merci à tous, merci de vos présentations, merci pour vos questions et votre intérêt. Et je vous envoie un petit mail en suivant. Et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous.